Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour. Donc député de cette première circonscription de la rue Chaptal, mais aussi de la Comédie Française. Exactement. C'est très bien. Et d'ici. Et d'ici, notre station. Toujours pas de gouvernement, 26 jours après la réélection du président. Est-ce vraiment sérieux ? Eh ben, il sera annoncé dans la journée. Vous êtes sûr ? Et- Parce qu'on nous a dit ça hier et avant-hier. Hein. Nous sommes engagés. Il sera annoncé dans la journée et le premier conseil des ministres sera lundi prochain. Qu'est-ce qui a posé problème ? Les personnalités aménagées, les équilibres politiques ? Oui, c'est un peu tout ça. On va se dire la vérité. Il faut évidemment trouver les bonnes personnalités. Il faut trouver l'équilibre politique. Et il faut un gouvernement évidemment paritaire. Et puis aussi, il y a toujours discussion, et ça on n'en parle jamais, sur les administrations que chaque ministre aura sous sa coupe. Les périmètres, comme on les dit. périmètres qui vont fortement influencer son travail. Donc il y a discussion, souvent longue. Je crois que c'est important de passer plutôt 1 ou 2 jours de plus pour bien que tout le monde soit bien raccord avec ce qu'il doit faire et sa feuille de route, et qu'il y ait des administrations qui correspondent. De toute façon, il y aura un deuxième gouvernement après les législatives. En tout cas, il y aura un gouvernement qui sera élargi au lendemain des législatives, bien évidemment. Et ces quelques jours d'attente ont un avantage aussi. Pendant ce temps-là, les ministres fraîchement nommés ne font pas de déclarations maladroites, n'annoncent pas des réformes impopulaires, et donc on évite les couacs dans les législatives. Il y a un peu de tactique, non ? En tout cas, il faut constituer un gouvernement, et un gouvernement solide pour plusieurs années. Donc, c'est de prendre 2-3 jours supplémentaires. C'est ainsi. Après, le calendrier, vous avez raison, est contraint. D'autant plus que les ministres vont rentrer en période de réserve Mais dès oui, ce ils ne pourront week-end. pas parler. Donc, ils ne pourront pas parler. Donc, c'est aussi un peu compliqué. Moi, je ne vois pas ça comme un avantage, pour être tout à fait honnête avec vous, Christophe Barbier. C'est plutôt un désavantage pour nous, la majorité. Pourquoi ? Parce que des ministres, évidemment, ont plus facilement accès à l'ensemble des médias. Leurs propos sont repris dans l'ensemble des journaux, et donc c'est plus facile pour nous de faire campagne quand nos ministres peuvent parler. Elisabeth Borne a effectué son premier déplacement hier en Ile-de-France. Elle a montré un style précis, attentif, mais un peu austère aussi. Moi, j'ai travaillé avec Elisabeth Borne pendant 2 ans en tant que député, et j'ai toujours apprécié, parce que c'est quelqu'un qui tient parole, qui a un cap précis et qui écoute. Et je suis vraiment heureux qu'elle soit, à titre personnel, mais je suis persuadé qu'elle a été choisie première ministre. Mais je pense que les Français vont la découvrir. Elle porte vraiment notre projet, et je crois que ce sera une très bonne chef de la majorité. Même si la majorité sera peut-être compliquée à piloter à l'Assemblée, parce qu'il y aura des écuries présidentielles. On va penser à 2027, ça sera pas simple. Christophe Barbier, on m'a déjà dit ça depuis 2017, ce sera toujours compliqué. Oui, mais enfin, Édouard Philippe Regardez, et Jean Castex avaient travaillé à l'Élysée, avaient été élus pour Philippe. Elisabeth Borne est peut-être un peu trop administrative et pas assez politique. Ben, écoutez, c'est ce que l'on reprochait à Jean Castex, et ça s'est extrêmement bien passé. Et donc, il n'y a aucune inquiétude dessus. Le grand avantage qu'a Elisabeth Borne, c'est que nous la connaissons tous dans la majorité. Nous avons déjà tous plus ou moins travaillé avec elle sur différents dossiers. Et donc, je crois, en tout cas, dans les réactions que je vois de mes collègues, vraiment une unanimité derrière elle. Et ça, c'est un très bon signe. Damien Abad quitte la présidence du groupe des Républicains à l'Assemblée, se met en congé de parti. Est-ce qu'il a sa place dans la majorité et peut-être au gouvernement ? Moi, Damien Abad, je le connais depuis très longtemps. On a commencé dans une autre famille politique, ensemble, avec les centristes et Hervé Morin, et je connais ses convictions. Il s'est battu pendant 5 ans au sein du groupe LR pour certaines positions, et puis on voyait très bien qu'il y avait beaucoup de points communs entre nous et lui, sur ce que nous portions. On verra les décisions qu'il prendra dans la journée, mais on voit bien qu'il y a vraiment il y a une feuille de papier de cigarette d'écart entre le projet que nous avons porté, que nous portons, et ses convictions profondes. Donc oui, il est bienvenu. On a toujours voulu rassembler, on a voulu toujours élargir notre majorité. Lui ou d'autres nous rejoindront, tant mieux. C'est vrai pour d'autres républicains. En effet, c'est vrai pour des socialistes modérés. La Macronie est en train de dévorer ces anciens partis qui ont été étrillés à la présidentielle. Maintenant, il y a 3 grands blocs, c'est très clair, avec des projets radicaux pour les 3. Et vivre, exister politiquement, pouvoir porter des projets n'est finalement pas très bien perçu par les Français, n'a plus de résonance. Regardez les scores qu'ont fait Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse. Je crois que la vie politique en 2022, c'est dans 3 grands blocs.
Et donc chaque responsable politique qui veut porter une voix nationale, porter des idées, porter des projets, porter tout simplement une voix politique, doit se rapprocher d'un des trois groupes. Dernier jour pour se présenter aujourd'hui aux législatives pour déposer sa candidature. Thierry Solère ne déposera pas la sienne dans les Hauts-de-Seine en raison de multiples mises en examen. C'est une bonne décision ? C'est sa décision en fonction de sa situation personnelle. C'est lui qui évalue ce qui est bon et ce qui n'est pas bon de faire. C'est pas à moi de commenter. C'est 577 circonscriptions. Chacun est dans sa campagne. Mais s'il l'a pensé, je salue plutôt cette décision. Après Jérôme Perra, Thierry Solère, on voit qu'il y a une nouvelle pression aujourd'hui sur les candidats, comme s'il fallait avoir une espèce de moralité publique en plus de la légalité. Oui, c'est une tendance extrêmement lourde, avec un côté positif, parce que représenter les Français, c'est aussi un devoir de moralité. En même temps, évidemment, c'est-à-dire que le juge, au fond, est celui qui, quelque part, si on prend un peu de recul, décide qui peut se présenter face aux Français, et non plus les Français qui décideraient à travers leur vote. Est-ce qu'il faut réguler tout cela et mettre dans la loi, par exemple, de l'inéligibilité automatique selon tel ou tel état judiciaire des candidats ? Moi, je crois que c'est au juge de décider, tout simplement. On reste dans le droit dans lequel nous sommes. Les juges prononcent des peines d'inéligibilité, et c'est très bien ainsi. Je ne comprends pas. J'ai entendu cette discussion aussi sur le fait d'automatiser. Et moi, je crois que la décision doit rester au juge, d'autant plus que nous construisons de plus en plus des carrières politiques qui ne sont plus linéaires, et tant mieux. C'est-à-dire qu'on a une vie personnelle, privée, un travail classique. On rentre en politique pour quelques années, puis on repart. Et c'est bien ainsi. C'est ce que nous avons porté, nous, en 2017, et ce que nous voulons continuer à porter. Donc, le juge apprécie si on est digne d'être candidat. De son côté, la France Insoumise a des soucis aussi. Après l'affaire Tahabouaf, on apprend que Mathilde Panot, députée sortante, a choisi comme suppléante une infirmière condamnée pour avoir lancé des projectiles sur la police dans une manifestation. Ça vous choque ? La France Insoumise est en permanence dans la provocation. Le choix de cette suppléance, c'est évidemment une provocation. Moi, je l'appelle à réfléchir à ça, au modèle qu'elle envoie. Quel message ça porte ? Le message de la contestation absolue. C'est-à-dire qu'au fond, contester, tous ceux qui ont une image de contestation sont les bienvenus à la France Insoumise. Quand je dis contestation, c'est pas contestation à l'Assemblée, pas contestation sur les ondes, c'est contestation dans la rue, et d'attaque des policiers, en l'occurrence, d'insultes des policiers. Voilà, c'est la France Insoumise veut qu'une seule chose, c'est la fin de la République. Faut pas se leurrer sur ce qu'est la France Insoumise. L'idée, elle est très simple, c'est pas une 6e République, c'est une idée dictatoriale du pouvoir en France. C'est-à-dire dictatoriale, on n'aurait plus de liberté, les députés seraient soumis. Donnez-moi un exemple de pays gouverné par l'extrême gauche à travers l'histoire ou à travers le monde à l'heure actuelle qui n'est pas devenu une dictature. Un seul pays. Est-ce que la NUP ne vaccine pas contre ce risque, puisqu'il y a aussi des socialistes, des écologistes, des communistes dans cette alliance? Est-ce que ça ne permet pas d'avoir un bloc un peu plus équilibré? Ils ont présenté leur programme hier avec 33 nuances, des vraies divergences sur 650 propositions. Mais les patrons, c'est la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, point. Ils se sont fait englober, les socialistes, les écolos et les différents partis ou petits partis qui accompagnent se sont fait englober, avalés, absorbés par la France Insoumise. Le patron, c'est la France Insoumise, c'est l'extrême gauche. Vous connaissez bien l'Assemblée, vous y avez passé 5 ans. On va avoir donc cette gauche un peu divisée, on va avoir dans la majorité des différences de sensibilité. Ensemble s'appelle ainsi parce qu'on est différent, a dit l'un de ses leaders. Et puis on va avoir aussi une extrême droite émiettée. Ça va donner un paysage parlementaire extrêmement virulent, non ? Écoutez, on a pendant 5 ans, on a porté l'ensemble et voté l'ensemble des projets de loi d'Emmanuel Macron, tout en ayant évidemment des discussions sur les. Enfin, je crois que l'Assemblée, c'est logique, c'est là où on parle, on amende, on améliore les projets de loi, mais aucun texte n'a pas trouvé une majorité à l'Assemblée. Et donc ça continuera de la même façon, qu'il y ait des résonances, qu'il y ait des dissonances parfois, c'est bien ainsi. Ça permet aussi de réfléchir. Si on pense tous pareil, je pense que c'est un abandon de ce qu'est la République.
Par contre, à la fin, il faut voter les textes parce que nous sommes engagés dessus et que c'est ce qu'attendent les Français. L'un des textes les plus attendus, c'est la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut avoir un consensus syndical avant, auprès des partenaires sociaux, avant que ça passe au Parlement, ou est-ce que c'est au Parlement qu'il faut trancher ? Chacun devra prendre ses responsabilités. Si le système n'est pas équilibré, si les jeunes qui rentrent à l'heure actuelle ne se disent pas qu'ils auront une retraite, ils ne voudront pas cotiser. C'est un système par répartition. La confiance, c'est ce qu'il y a de plus important. Et à l'heure actuelle, une partie des jeunes ou des moins jeunes n'ont pas confiance dans le système actuel. Et donc, c'est vrai qu'il n'est pas encore pleinement équilibré. Le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, nous dit qu'on aura probablement une amélioration dans les années qui viennent, mais en attendant, on a 70 milliards de dettes. Il faut que le système soit équilibré, il faut que les gens aient confiance, parce que quand on cotise dans un système de répartition, on sait très bien qu'on cotise pour les retraités actuels, mais qu'évidemment, il faudra que d'autres, quand vous serez à la retraite, cotisent. Est-ce qu'il ne faut pas séparer les retraites, où la démographie n'est pas trop inquiétante pour les 20-30 ans qui viennent, de la dépendance ? C'est là où il faut trouver des sous, c'est pour la dépendance. C'est un projet politique. Nous pensons que la dépendance, il faut mieux la financer et qu'il faudra trouver des nouvelles recettes. Et donc, vous avez raison, le président de la République a porté pendant cette campagne le projet très clair de financer aussi à travers le travail, à travers l'activité, la dépendance. Ça touchera tous les Français. Il faut que nous puissions la financer. C'est une grande source d'inquiétude pour l'ensemble des générations. Un mot de votre circonscription. Gagner à nouveau au premier tour, c'est possible ? Écoutez, ce que je souhaite surtout, c'est de gagner. Et donc, on a lancé la mobilisation partout. Donc, c'est 1er, 2e, 8e et 9e arrondissement pour évidemment avoir le score le plus important pour le président de la République. C'est une circonscription symbolique. Évidemment, au centre de Paris, et puis c'est la circonscription de l'Élysée. Beaucoup de députés issus de l'entreprise ont décidé de ne pas rempiler, de retourner à leurs affaires. Pourquoi n'avez-vous pas fait ce choix ? Moi, j'ai fait un choix en 2017 de continuer à travailler et donc de continuer à diriger mon entreprise et d'être député. Je l'avais dit pendant ma campagne, j'ai continué, j'ai tenu ma promesse et je continuerai. Je pense que j'ai trouvé un vrai équilibre et qui est, je crois, bénéfique aussi pour mon activité de député. Sylvain Maillard, merci, bonne journée. Merci à vous.